Eh bien, bonjour à tous et à toutes. Merci beaucoup, cher Antoine, pour ta présentation et puis ton invitation. Merci beaucoup à Violet Médard, à François Bon, ainsi qu'à Sylvain Lison pour nous accueillir ici dans cette école d'art de Cergy-Pontoise, pour aborder dans ce contexte évidemment très particulier et effroyable ces questions qui commencent à émerger, qui existent, mais depuis peu de temps. Et je voudrais souligner à quel point il est dans ce contexte justement agréable, fascinant, passionnant de pouvoir échanger sur quelque chose qui n'est pas encore figé, qui est émergent, qui n'a pas encore de forme fixe intellectuellement ni académiquement, et qui crée ce contexte de discussion, de débat, d'échange. Et il est assez rare et précieux de pouvoir, je pense, dans un présent, dans le temps d'une réflexion, partager des choses qui ne sont justement pas figées, mais encore en mouvement, avec tout ce que c'est de possible et d'ouvert pour la pensée et l'écriture, et ces formes de concrétisation institutionnelle ou éditoriale. Voilà. Alors moi, ce qui me distingue peut-être quand même de nombreux d'entre vous, de ceux qui m'ont précédé ici et qui me succéderont, c'est que je ne peux pas faire part d'une expérience immédiate, d'une pratique, puisque je n'ai pas encore exercé, si l'on veut, cette filière, cette formation des écritures contemporaines, ces ateliers d'écriture, enfin peu importe le nom qu'on lui donne pour l'instant, mais je voudrais vous faire part d'une expérience qui repose sur un désir et un projet. Ce projet et ce désir, c'est celui de créer à la Cambre, que vous connaissez sans doute, l'École nationale supérieure des arts visuels, donc de la communauté française de Belgique, la Fédération Wallonie-Bruxelles maintenant, une nouvelle formation, une nouvelle filière, un nouvel atelier, pour employer les termes qui sont utilisés à la Cambre, un atelier des écritures contemporaines. Aussi, donc par honnêteté, je vais simplement émettre des hypothèses, essayer de vous faire partager ce qui a nourri mon désir, les questions qui sont survenues dans le montage de ce projet, qui verra le jour à la rentrée académique 2007. C'est un projet auquel j'ai beaucoup réfléchi et dans lequel j'ai embarqué, et nous travaillons ensemble dessus à trois, Caroline Mirov, bien sûr, la directrice de la Cambre, et Barbara Koulieta, sa directrice adjointe. Alors, comment aborder cette question? Je vais donc essayer d'être le plus franc, même si peut-être les idées que je vais mettre vont être audacieuses ou pas vérifiables, mais je vais vous essayer de vous faire partager ce qui a nourri ma réflexion pour construire cette nouvelle formation qui se déroulera donc, pour la première fois l'année prochaine. Je me suis posé évidemment d'abord la question de qu'est-ce que ça faisait au texte, à l'écrit, au livre, de l'introduire dans le champ d'une école, que ce soit universitaire ou une école d'art, peu importe pour l'instant, mais qu'est-ce que ça fait au texte? Après tout, la création littéraire n'a pas attendu les universités, les écoles d'art pour exister. La littérature se porte depuis des centaines d'années sans qu'il y ait besoin d'écoles pour voir le jour. Donc qu'est-ce que ça va changer au livre, au texte, à la publication, au monde de l'édition, aux auteurs, aux écrivains, si on introduit le texte dans ces écoles? Et inversement, qu'est-ce que ça produit dans une école d'introduire le texte et l'écrit auprès de ses étudiants en art ou bien université, auprès d'étudiants en sciences humaines, en psychologie, anthropologie ou voire même en sciences, pourquoi pas? Et puis aussi, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui il est possible qu'une école d'art, parce que la Cambre c'est une école des arts visuels, c'est dans son intitulé, décide de trouver approprié de s'engager dans la construction, ce qui n'est pas évident, comme vous le savez tous d'un point de vue institutionnel, d'une nouvelle formation, avec des crédits, tout ce que ça suppose, même si tout dans un premier temps ne veut pas arriver d'un point de vue institutionnel, mais d'engager ce processus d'introduire le texte des auteurs, des écrivains dans une école d'art qui est avant tout, donc on s'en intitulé aussi une école d'art visuelle. Voilà des questions évidemment qui me semble primordial à poser pour savoir dans quoi on s'engage et comment être le plus pertinent possible quand on a tout inventé dans cet ordre-là. Alors évidemment, il y a des raisons subjectives et des raisons objectives. Si je peux me permettre un petit crochet pour des raisons subjectives, c'est lié évidemment à mon parcours aussi. J'ai toujours pensé le livre, l'écriture, la littérature comme une nécessité pour construire des mondes, des abris et des maisons au sein de ce monde. C'est-à-dire que depuis que j'ai fini mes études, en ayant été libraire, en ayant fondé une revue, en ayant un peu enseigné, en ayant fait beaucoup de programmation littéraire, de conversations avec des écrivains, je me suis rendu compte que je pouvais concevoir l'écrit, la littérature, non pas comme une activité solitaire ou romantique, comme disait Lionel Ruffel hier après-midi, mais vraiment comme une manière de porter des œuvres au public, mais aussi de porter
les gens qui portent ces œuvres, de comprendre comment se noue l'œuvre et la personne qui la porte au présent dans le contemporain. Ça, c'est quelque chose qui m'apparaît toujours déterminant et nécessaire pour habiter le monde. Et après, comme Laure Limongi, quand elle fait une maison d'édition ou une collection, on sait que tout ce que la littérature n'existe que par les objets qu'on invente pour qu'ils existent, ou comme François Bon le dit, enfin, il faut inventer des objets et des manières de les faire exister. La littérature est avant tout une création de contextes et d'objets qui permettent d'habiter un monde à plusieurs, c'est-à-dire les gens qui portent les œuvres qui sont rendues publiques. Une autre chose objective, c'est aussi que j'ai toujours été insatisfait de la manière dont le littéraire suscitait des engouements entre soi. Et j'ai toujours voulu maintenir la littérature, employant encore ce mot-là, ou le texte, au contact des autres formes de la création. C'était le sens de ma revue, par exemple, dans son projet. C'est de toujours maintenir la littérature au contact des autres formes de la création et des autres manières de faire des objets dans le monde et de le rendre intelligible ou entendable ou vivable, tout simplement. Je prendrai par exemple l'expression de François Bon de hier, si je l'avais bien noté, c'est vraiment sortir toujours le littéraire de la littérature. C'est de réintroduire toujours le texte et la littérature comme une forme de création contemporaine, comme une manière de faire des choses, des objets, de les créer aux côtés de formes plastiques, de films, d'images en mouvement, enfin peu importe tout le reste du champ de la création. Et puis après, évidemment, il y a les raisons objectives, enfin je le pense, du moins je lis le champ social, académique, institutionnel comme celui-là, qu'il n'y avait en Communauté française de Belgique, en Fédération Wallonie-Bruxelles, comme on dit, pas de filière, de formation de cette sorte. Et cette absence, avant de la combler, il faut aller interroger pourquoi cette chose n'existe pas. Et puis, autre constat objectif, qui est objectif, c'est la prégnance dans l'ordre du symbolique, du critique, du public et du financier de l'art contemporain, dans le champ marchand d'une part, mais aussi dans le champ institutionnel, dans le champ des revues, dans le champ des publications, dans le champ des écoles, et voire même dans les universités. Et je me suis demandé de quoi était le signe, cette espèce d'engouement, presque populaire, on pourrait dire, même si c'est peut-être un oxymore avec l'art contemporain, mais pour l'art contemporain, et la forme de déshérence critique, symbolique et économique aussi dans laquelle se trouvait, pour une grande part, la littérature et le champ de l'édition aujourd'hui. Qu'est-ce qui faisait que dans le monde qu'on vit aujourd'hui, il y a une captation énorme de l'attention qui se dirige vers les objets de l'art contemporain. Je ne le définis pas, mais enfin, je l'entends de manière très large et un peu vulgaire là aujourd'hui, mais voilà, vous comprenez ce que je veux dire? Qu'est-ce qui fait que cette captation de l'attention se produit vraiment avant tout sur ces objets-là, plutôt que sur la littérature ou le texte, qui prennent la forme de l'essai, de la fiction, de la narration ou du récit? Et pour éclaircir ce constat, je pense qu'il y avait trois moyens, comme trois symptômes, mais trois approches qui pouvaient les éclaircir, ces deux constats objectifs. Le premier, je dirais qu'il est de l'ordre de l'économico-institutionnel. C'est-à-dire, en Belgique, en plus, c'est une spécificité, le monde de l'édition, la littérature est, si on veut, toujours en marge de la France ou de Paris. Il y a une vie littéraire, mais qui n'est pas la même du tout qu'en France, même si les ponts sont présents, évidemment, sans arrêt. Mais il y a ces spécificités belges, où, par exemple, le champ de l'édition, le champ de l'écriture, des auteurs, des rencontres, des milieux littéraires, des institutions comme Passaporta à Bruxelles, tout ça fonctionne de manière très fragile, très précaire. Et il y a aussi l'autre constat qu'en Belgique, beaucoup de Français viennent d'ailleurs à Bruxelles pour encore étudier, par exemple, le cinéma. Il existe de nombreuses écoles et de nombreuses filières pour apprendre à écrire le théâtre, la bande dessinée, l'illustration, le cinéma, les scénarios, mais qu'il n'y a aucun équivalent pour la littérature, l'écriture, la narration. Et donc pourquoi, une fois de plus, se vendre ce vide? Et l'idée, donc, dans ce volet-là, c'était pour moi de me dire que la pédagogie, l'enjeu universitaire ou scolaire, si l'on veut, était une manière, une porte d'entrée pour, si pas institutionnaliser, au moins faire exister et rendre, ou quelque part obliger le public, le pouvoir public, le service public ou l'institution à tenir compte dans le champ symbolique, social, de plantation, de la littérature et de l'écrit. Le pédagogique est comme, je dirais, une manière de forcer une porte pour que, économiquement parlant, après, une vie soit différente. Pour les auteurs, pour les étudiants, pour les maisons d'édition, enfin pour tout ça, pour créer des mondes, une fois encore, je dirais. Ensuite,
L'autre zone, le deuxième point qui me paraît une bonne porte d'entrée pour comprendre ce problème, était d'ordre plutôt, je n'ai pas envie d'employer des gros mots, mais historico-épistémologique. C'est-à-dire que au XIXe siècle, le XXe siècle, et Lionel Refait en a très bien parlé, je trouve, hier après-midi, on se rend compte qu'il y a eu un tournant, il y a eu la grande constitution des sciences de la nature, des sciences de la culture, avec l'université qui voyait plus ou moins clair sur comment répartir les disciplines et les pratiques. À côté, il y avait les beaux-arts, on apprenait à peindre, à sculpter, à dessiner. On a vu que tout ça, petit au cours du XXe siècle, c'est, après, si l'on veut, même la déclaration, la profession de foi de Max Weber sur la profession du savant, où le savoir était l'idéal, et la professionnalisation du métier des savoirs, tout ça s'est effiloché. Le monde de la culture, le monde de la nature, les beaux-arts, tout ça est devenu beaucoup plus flou, on est rentré en crise. Alors on pourrait évidemment faire la vulgate à la Foucault pour expliquer tout ça, mais j'aime bien l'expression de Rainer Schurman qui parle d'hégémonie brisée, c'est-à-dire ces référents ultimes auxquels l'Antiquité, le Moyen-Âge, la modernité se sont référés pour pouvoir articuler des pensées et du coup aussi des pratiques, et disposer les disciplines entre elles, pour pouvoir trouver leur mode de relation et leur mode de rapport. Aujourd'hui, ces hégémonies qu'il appelait l'un, la nature, et puis le sujet, je crois que c'est Éric Cormand hier qui en parle aussi très bien avec la crise du théâtre et la subjectivité, tout ça est un peu volé en éclats, et du coup aussi, la pratique qui devait découler de l'analyse de ces référents, qui permettait de disposer toutes ces pratiques, ces disciplines, a volé en éclats également. On ne sait plus très bien qui doit régir les principes d'une école, du coup, parce que c'en est le reflet, entre les beaux-arts, sciences de la nature, et puis culture, psychologie, anthropologie, et ainsi de suite. Peut-être que le dernier mode de rapprochement entre l'art et l'écrit, par exemple, au XXe siècle, a été les avant-gardes, peut-être pour rester sur les plus grandes comme les situationnistes, où il y avait encore un mode de régulation entre le texte et l'art, le souci plastique et la formulation écrite, qui était à charpenter un idéal politique, révolutionnaire. Mais même celui-là, on est arrivé un peu à son essoufflement aujourd'hui, on ne voit plus comment la reprise pourrait arriver. Et donc on voit que tout le monde patauge un peu et plus personne ne sait clairement dire comment situer le rapport des disciplines entre elles, qu'elles soient dans le cadre universitaire ou d'une école d'art. Dans les écoles d'art, on le voit aussi, même si la peinture, la sculpture, le dessin existent encore en tant que tel, on voit que depuis les avant-gardes, le minimalisme américain, l'art conceptuel, toutes ces choses-là, on est au moins obligé à une tentative de reformulation de toutes ces pratiques. Et donc on voit que du coup, pour situer la littérature à côté de toutes ces choses, il n'y a plus de référent évident. Comme il n'y a plus rien qui définirait la littérature avec un grand L. Et à cet égard, je voudrais mentionner quand même un symptôme, mais qui est lié à la Cambre, puisque la Cambre a été fondée en 1927 par Van de Velde, qui était un peintre qui est né à la fin du 19e, tendance anarcho-socialiste, et puis qui est parti à Weimar pour fonder l'école des arts et métiers de Weimar, à côté des beaux-arts qui existaient déjà, et qui a dû partir dans les années 15 pour des raisons, évidemment, comme il était belge, politiques liées à la guerre. Et en partant de sa création, de son bébé de Weimar, il a voulu que ce soit Gropius qui prenne la succession, le fondateur du Bauhaus, que Gropius ne pourra faire qu'après la guerre, parce qu'il était lui-même sur le front. Et donc Gropius, quand il invente le Bauhaus après-guerre, en 19 je pense, il refonde et les beaux-arts ensemble, et l'école des arts et métiers qui avait été fondée par Van de Velde. Il y a une fusion de toutes ces pratiques. Ce qui m'amène à mon troisième point, que je souligne en termes d'esthétique, et d'éthique, même du lien entre esthétique et éthique. C'est-à-dire la question des environnements et du contexte. Je vais pas revenir là-dessus, je vais dire un peu de manière rapide, mais cette histoire du Bauhaus, tout ça, c'était de créer des environnements, de créer des objets, de comment, une fois encore, créer des mondes habitables et vivables, avec des formes qui cohabitent entre elles. Il y a un dialogue entre les différentes pratiques. Et il me reste 5 minutes, oulala, dis donc. Et donc cette question esthétique voilà, me paraît très importante parce que dans le cadre de la Cambre de cet atelier, de ce qu'on met en place comme formation, il me semble que le texte pourrait être le révélateur, ou le caillou dans la chaussure, ou la manière dont est repensée
ce manque de référence pour articuler les disciplines. C'est une manière donc de texte de mettre en récit, en narration, et ainsi de suite. Enfin, vraiment de raconter les choses permet de pointer et de reformuler et de mettre le doigt sur ce qui fait voilà, problème aujourd'hui. Et voilà, donc très vite, j'avais encore d'autres plans évidemment, sinon ça va tourner un peu court, mais les trois terreaux qui m'ont interrogé, les trois axes de réflexion qui ont nourri mon désir et voilà, alimenté la nécessité que j'ai éprouvée à proposer cette formation et à la mener pour l'année prochaine. Alors sur cette base-là, je vais vite aller, pour quand même pour que ça ne paraisse pas trop abstrait, je vais vous dire comment on va s'articuler très très rapidement cette formation pour l'instant. C'est donc une grande partie d'atelier, plus de la moitié du temps, un grand atelier où je reprendrai des exemples de Simon Desrochers, l'idée dialogique, de conversation, de mise voilà, sur la table de récits, d'échanges primes, avec des tuteurs, des écrivains qui s'engageront à suivre chacun des étudiants. Et puis un ensemble de workshops aussi, mais des cours aussi que j'ai voulu donner par des écrivains, des personnalités d'édition, avec donc 4 champs qui me semblaient très importants sur cette base-là, retravailler. Le champ de l'édition, de la publication de Qu'est-ce que c'est, j'ai proposé à Gérard Vervy de s'en occuper, qui est le directeur d'une maison d'édition indépendante encore aujourd'hui, et qui a ses spécificités de ne publier que des auteurs en littérature du moins qui n'ont jamais publié ailleurs. Donc, il me semble que c'était très précieux d'avoir cette idée de production de texte, de diffusion, comment ça se passe et comment on lit un premier manuscrit. De questionner toutes ces questions des avant-gardes aussi, donc de ce rapport dans une école d'art entre le texte et l'image et les œuvres plastiques, à travers Donatien Gros qui s'est beaucoup interrogé sur ces questions et qui travaille beaucoup avec des artistes et des écrivains aujourd'hui. Et puis ensuite de poser toute la question de l'héritage européen à travers l'idée de traduction, donc entre les langues, mais aussi entre les disciplines, avec cette belle notion de traduction, et comme il l'appelle lui-même, cette pédagogie du vertige qu'il a mis en place avec Camille Toledo. Et enfin, avec Mathias Hénard, de penser la question justement, parce que cette histoire dont j'ai parlé des disciplines est quand même très occidentale, de penser ce qu'il en est du récit, de son universalité aujourd'hui, et de sa circulation dans le monde, comme on connaît aujourd'hui. Voilà en gros, donc j'ai été très très vite. Mais en fait, il a été voilà. Beaucoup plus vite, il a dit 13 semaines, 3 minutes théorique. Si parce que j'avais vu 5 sur ta feuille. Mais oui, tu as accéléré. Voilà. Donc si tu as un dernier mot, Oui, alors en conclusion, je reprendrai peut-être ce dernier point esthétique, là que j'avais un peu du coup galfauté en voulant aller trop vite. J'ai beaucoup pensé en pensant à cette formation à Ralph Zeman et cette exposition qui est devenue très célèbre, qu'il avait fait au 1870 à Berne, qui s'appelle « Quand les attitudes deviennent formes ». Et je pense que le cadre de l'environnement, du contexte, de l'attitude, de la posture, aujourd'hui dans ces formations est très important. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on crée comme contexte, comme ambiance, ou comme situation, comme ambiance, on dit le situationnisme, permettent une création et un dialogue justement entre différentes pratiques qui n'a plus de référence stricte mais qui doivent habiter le monde. Et donc, voilà, pour moi c'est très important de pouvoir penser cette idée d'attitude et de posture en tant qu'elle permet de penser à un geste, et que décrit comme un geste qui suppose encore une esthétique mais aussi une éthique, quelque part, dans le contexte actuel. Une éthique entre soi et le monde. Aujourd'hui, on parle beaucoup des couloirs glissants, par exemple, quand on fait le lien entre les arts plastiques, sciences humaines, avec sa notion du tout-monde. Moi, j'aime bien l'idée de rajouter l'idée de soi-monde, de penser ce rapport entre justement son soi et le monde, et qu'est-ce qui se passe entre les deux, ce récit, quel geste il suppose dans la construction de ce monde voilà, commun et pluriel, en espérant peut-être que justement on arrête de dire parfois qu'on vit dans un mauvais film, et qu'on puisse dire parfois qu'on vit dans un mauvais texte, et donc supposer qu'il peut y avoir des textes meilleurs que d'autres. Voilà. Très bien, merci beaucoup Gilles pour cette présentation. Et je pense que...